Donc on enchaîne avec une table ronde. Comment rendre possible l'accompagnement à l'échelle d'un territoire. Donc là, l'idée, c'était après la prise de parole de Marie-Hélène Doublé, de revenir à des pratiques, des expérimentations de terrain. Et nous allons donc entendre différents témoignages issus de personnes en situation d'accompagnement. Je présente donc les intervenantes. Camille Proutot, donc, qui nous vient des Pays de la Loire, qui est chargée d'accompagnement du dispositif Trajet, dispositif coporté par plusieurs pôles, le pôle art visuel Pays de la Loire, le pôle de coopération pour les musiques, le pôle Mobilis, la plateforme, le pôle spectacle vivant et le pôle patrimoine. Et donc tu vas apporter un éclairage plus particulièrement ce matin sur la cartographie de l'accompagnement que vous avez réalisée en 2022, si je ne me trompe pas. Lucille Rivera-Bellac, donc, qui est co-directrice d'Opal, le centre de ressources des DLA, dispositif local d'accompagnement, et qui vient nous apporter un éclairage sur le DLA, un peu d'histoire et un peu aussi les pratiques, les postures. Voilà. Merci Lucille. Et puis Cécile Villiers, directrice d'Astre, réseau des arts plastiques et visuels en Nouvelle-Aquitaine. Et toi, tu viendras nous parler plus particulièrement des groupes Relais Ressources que vous êtes en train de mettre en place. Et enfin, Marie-Lise Hébert, donc chargée de mission accompagnement à l'A. Alors toi, tu viendras nous parler de l'accompagnement à l'A, ainsi que de l'expérimentation Loïc Accompagnement, dont cette journée est un des chantiers. Et ensemble, donc, nous allons parler gouvernance, dispositif, évaluation, réciprocité, pouvoir d'agir, ressources, mais aussi de posture. Bref, une prolongation de la conférence à laquelle nous venons d'assister. Et donc, on va essayer d'entendre ces témoignages pendant 50 minutes et puis garder un temps d'échange ensuite avant le repas qui, de toute façon, est prévu à 13h. Bon, vous voyez, on a un peu de temps. Pour ça. Quand on a commencé à préparer ensemble la table ronde, il y a une chose qui est revenue auprès de plusieurs d'entre vous, c'est la question de partir d'un état des lieux, d'un inventaire. Et donc, je voudrais proposer peut-être à Cécile de nous expliquer du coup le démarrage des groupes relais ressources et comment vous avez travaillé cette question. Bonjour à toutes et tous. Alors peut-être je vais reprendre sur l'origine, parce qu'effectivement, je ne sais pas si on peut nommer diagnostic état des lieux, en tout cas cette action et le fait de travailler dans le secteur des arts plastiques et visuels sur... Alors nous, on est parti plutôt de la question de la ressource, c'est-à-dire l'entrée première, parce que le problème nommé est la question de l'accès à des informations. D'où le fait que l'entrée, elle est sur ce mot de ressources. Donc, ça date de la concertation qui a eu lieu dans le secteur des arts plastiques et visuels dans la région. Donc, c'était Sodavi, sans doute vous connaissez aussi, Solima et autres Sodarep. Donc, c'est dans la même lignée. Une concertation des acteurs qui a eu lieu en 2017. Et ce point-là, de la difficulté d'accès à des informations professionnelles de toute nature, parce qu'à peu près sur tous les sujets, ce point-là revenait, a amené que lorsqu'à l'issue de cette concertation, on formalise un outil pour mettre en œuvre une partie des préconisations qui étaient, enfin des points comme ça qui avaient été relevés par les acteurs eux-mêmes. On nomme une action relais ressources. L'idée, dès le départ, je le dis clairement, c'était une position politique aussi de la part à l'époque, c'était 3 réseaux qui ont donné Astre après. Parce qu'en fait, il y a eu une tentative politique de se saisir de cette idée. En fait, le mot pour formaliser ça qui sortait, c'était plateforme. En fait, il fallait une plateforme qui allait répondre à tout, à rien, qui allait prendre un temps fou à des gens derrière des écrans, qui allait passer du temps à mettre à jour ou pas des données. Enfin bon. Et la réponse à l'époque des réseaux, c'est important parce que je pense que ça a vraiment fondé, c'était de dire mais en fait non, on va pas faire une plateforme parce que ça nous semble pas adapté. Et c'était une manière de le dire un peu courte et qu'on peut remettre en cause, mais qui était de dire en fait à nous tous la ressource professionnelle on l'a, mais en fait il faut la rendre visible, l'organiser et la partager.
Donc voilà, ça a été finalement le point de départ. Alors après, on a été un petit peu loin à la détente sur la mise en œuvre de ce projet-là, mais il ne faut pas que je déborde de la question qui était état des lieux diagnostic. Alors oui, juste, donc je poursuis sur ce point. Donc on écrit ça en 2018 dans le premier contrat de filière et en fait on met en œuvre, on a démarré ce projet il y a 2 ans, en 2022. Je pense qu'il fallait ce temps-là pour que l'idée que des acteurs eux-mêmes dans ce secteur s'emparent de cette posture, alors qu'on a appelée à nouveau plutôt fonction ressources, c'est-à-dire qu'on nomme encore voilà, beaucoup par rapport à l'idée de l'information en fait elle-même à transmettre, quoi. Ce qui est assez révélateur, hein, regarde. C'est difficile d'intervenir après cet échange parce qu'il y a 12 milliards de questions de remise en cause possibles. Donc voilà. Donc effectivement, je ne sais plus où j'en étais. Ouais, voilà. Il fallait du temps en fait aussi pour qu'il y ait des personnes qui disent ouais, ok, on est partant pour commencer à réfléchir à ça et à travailler ce sujet-là. Voilà. La question de l'accompagnement étant moi, je pense c'est déjà dit dans les études, mais voilà, une espèce de truc diffus qui était aussi dans de l'informel, très lié à l'artistique, en tout cas compris comme ça, et pas du tout formalisé. Donc c'est peut-être aussi dans cette opposition entre ce mot utilisé accompagnement, qui est accompagnement artistique en fait, et d'avoir nommé un peu je ne sais pas si c'est en opposition, mais en tout cas de partir plutôt de la ressource. Ok, merci Cécile. Camille, le dispositif trajet. Non, oui, peut-être que tu as besoin de repréciser ce qu'est le dispositif trajet et puis d'où vient le besoin de créer cette carte de l'accompagnement en Pays de la Loire. Ok. Donc moi je m'appelle effectivement Camille, je m'occupe d'un dispositif donc, porté par 6 structures. Je détaillerai un petit peu ça cet après-midi lors d'un atelier. Mais en fait il y a eu 2 niveaux d'état des lieux pour le collectif de structures, c'est-à-dire qu'il y a eu une première cartographie avant de lancer un dispositif comme trajet. Donc comme ce que disait l'intervenante, il y a besoin un peu d'une recherche avant de mettre en place des dispositifs. Souvent on les met en place face à une situation. Donc le constat des pôles culturels régionaux, c'était de se dire en fait aujourd'hui on a besoin d'accompagner des nouveaux porteurs de projets qui nous sollicitent, on n'a pas les moyens, donc on va réfléchir à une offre mutualisée pour travailler là-dessus. Et si on regarde l'offre existante sur le territoire en région, donc ça a été travaillé avec des chercheuses également spécialisées dans l'entrepreneuriat culturel en région, et en fait il y avait une prise de conscience d'un kaléidoscope des offres d'accompagnement et une difficulté pour les acteurs culturels, pour les artistes à se retrouver dans toute cette offre. Donc il y a eu vraiment ce double constat, ce besoin des structures, en même temps cette première cartographie, cette première analyse de l'existant qui a fait émerger un dispositif comme Trajet, donc un dispositif d'accompagnement de porteuses de projets culturels qui se déroule sur 9 mois. Du coup, ce dispositif, il a pour objectif d'appuyer la structuration de projets, de sécuriser les parcours, mais aussi de donner de la lisibilité à l'offre d'accompagnement de la région. C'était vraiment ces 2 objectifs-là, la création du dispositif. Donc quand on a lancé le dispositif Trajet en 2020, très rapidement, dans les instances, il y avait l'idée de convier différents acteurs de l'accompagnement à la sélection, à la clôture du dispositif, au temps de restitution, et de commencer une forme d'animation des ressources pour les rendre beaucoup plus accessibles, lisibles auprès des acteurs culturels. Donc on est vraiment parti d'une démarche d'action en fait, pour cartographier un petit peu ça. Et en fait, on a un collectif d'acteurs qui a composé un comité de suivi du dispositif, comme c'était une expérimentation. On se réunissait régulièrement. Et le besoin de créer un outil pour formaliser le réseau des acteurs de l'accompagnement a émergé de ce groupe d'acteurs qui était composé donc, des 6 pôles, mais en même temps de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire,
des Pays de la Loire, de la coopérative d'activité OSE, mais également vous avez eu des CAE, je pense, en région aussi. Donc voilà, nous aussi, on a une coopérative spécialisée dans la culture en région, et des acteurs de type collectivité locale, développement économique. Donc en fait, c'est plutôt une volonté d'acteur de se dire, en tant qu'accompagnateur, on aimerait avoir un support pour mieux orienter les porteurs de projets et peut-être mieux comprendre les ressources d'accompagnement du territoire. Est né ici l'idée, ce groupe de travail, et de là, on a avancé sur un outil de cartographie papier. Tu veux que je le présente maintenant, ou ça peut être le moment? Ouais. Donc c'est une carto papier. Je vous passe toutes les réflexions qu'on a eues sur le côté numérique ou pas, etc. En tout cas, l'objectif, c'était d'en faire un outil de médiation entre des artistes, des acteurs culturels et tout acteur en situation d'accompagnement. Donc, dans ces acteurs, on entend les acteurs au sein des collectivités locales, de la DRAC, des structures d'accompagnement type boutique de gestion. Vraiment un outil qui permet à n'importe quel acteur en situation d'accompagnement de pouvoir comprendre les problématiques des acteurs culturels et de les orienter vers l'écosystème. C'est un support qu'on déploie sur une table, vraiment pour un rendez-vous individuel. Et puis j'ai aussi plein de collègues et plein de professionnels qui l'affichent dans leur bureau derrière eux pour avoir un peu cette checklist des acteurs. Les thématiques qu'on a identifiées, donc ça c'est les acteurs qui ont co-construit l'outil, mais on a 6 grands types de besoins dans la carte avec des sous-types de besoins d'accompagnement. Voilà comment elle est construite. Donc là on a un premier bloc sur comprendre son environnement et structurer une activité professionnelle. Et il y a des ensuite il y a des sous-thèmes, donc c'est vraiment montrer aux porteurs de projets qu'il y a des réseaux qui peuvent les soutenir, l'État, etc. Bon, je fais très très vite. Bon, on peut passer à la thématique d'après. Après, il y a un besoin autour de construire son projet. Donc, quels sont les acteurs qui peuvent intervenir sur ces sous-thématiques-là? Ensuite, on a un bloc sur faciliter le pilotage des activités. Voilà, pareil avec des sous-besoins. Un bloc sur prendre part à la transition sociétale et tous les acteurs qui peuvent intervenir sur ce sujet-là. Et puis un autre bloc autour de la mutualisation, autour d'un projet qu'on porte. Et puis le dernier bloc sur la question des financements. Voilà. Donc à chaque fois, vous avez des besoins qui sont identifiés. Donc c'est déjà un premier, ça peut être déjà un outil dans l'accompagnement, pour aider le porteur de projet à se situer, et puis des acteurs derrière qui sont mentionnés. Il y a une version numérique qui existe en PDF et on peut cliquer sur les liens des structures directement sur le PDF. Voilà. Merci Camille. Marie-Lise, peut-être t'interroger sur le démarrage de Loïc Accompagnement et le besoin de référencer qui fait de l'accompagnement. Alors pour le coup, l'utilisation de l'annuaire en ligne et cartographié qu'a présenté Thomas tout à l'heure. Oui, alors je ne vais pas refaire tout ce qu'on a déjà dit parce qu'on a pas mal parlé déjà de Loïc Accompagnement et de la cartographie. Ceci dit, on en a parlé plutôt du côté de l'étude et du besoin d'observation. Comme à l'agence, on a aussi une mission d'accompagnement. On avait aussi des enjeux à ce niveau-là en tant qu'acteur de l'accompagnement en région. Thierry l'a dit au départ, Loïc, ça vient d'une plateforme. Tu disais le mot plateforme, Cécile. Alors au départ, c'était une plateforme vraiment pendant la crise Covid pour orienter les personnes dans ce tumulte de problématiques. Et après ça, en fait, il y a quand même 2 aspects qu'on a trouvé intéressants et qu'on a eu envie de garder et qui nous portent encore aujourd'hui. Il y a le côté comment c'était derrière, c'est-à-dire comment est-ce que les réseaux, les agences pouvaient coopérer et travailler ensemble pour accompagner les professionnels. Ça, c'est un des aspects. Et l'autre aspect, c'était comment est-ce qu'on oriente au mieux les porteurs de projets pour qu'ils arrêtent de s'épuiser à toquer à toutes les portes sans savoir vraiment qui va pouvoir les accompagner sur quoi, et d'avoir une lisibilité en fait plus grande de l'accompagnement en région.
Et en tirant les fils, notamment sur la coopération entre les accompagnants, on s'est dit, bon, ben, en fait, on se connaît déjà pas, vraiment, entre nous. On sait pas qui fait quoi. On sait pas où et qui. On entend le mot accompagnement partout. Alors voilà, j'ai été accompagnée des fois. En fait, il fallait entendre, j'ai été financée, ou j'ai été programmée, ou j'ai été mise sur un plateau pour une résidence, ou alors j'ai été accompagnée à la compta. Enfin, on savait plus, en fait, et puis du coup, tout était ensemble, et en fait, on savait pas du tout comment travailler ensemble et comment orienter les gens. Et donc, effectivement, on s'est dit, ce serait super, on va avoir une carte, tout va être cartographié, on va pouvoir aller sur Internet, et puis on va dire, ah ben lui, il accompagne là-dessus, lui là-dessus, et voilà. Bon, en fait, il y avait plein d'étapes avant ça. Déjà, du coup, qu'est-ce que c'est accompagner ? On reviendra tout à l'heure sur l'idée de la définition dont on a parlé déjà pas mal, parce que définir, ça veut potentiellement dire exclure des formes qu'on appelle pour l'instant accompagnement. Donc, il y avait une problématique autour de ça. Donc, au départ, on s'est lancé sur cette question de l'accompagnement et du coup sur sa définition avant même de pouvoir cartographier et arriver à un annuaire qui pourrait être utile à tout le monde. Voilà, nous aussi on a réuni, mais je crois que tu l'as dit tout à l'heure, un groupe de travail avec des partenaires très variés, des acteurs de l'accompagnement, voilà, des collectivités, etc., pour être sûr de ne pas rester hors sol et hors terrain du côté des accompagnants. Voilà. Merci Marie-Lise. Lucille, est-ce que tu peux nous éclairer plus précisément sur ce que sont ces dispositifs locaux d'accompagnement ? Je vais essayer si tout le monde est encore un peu réveillé. Effectivement, donc moi je vais repartir un peu à la genèse de cette politique publique, puisque ça date de 2002 à peu près, où on commençait à sortir des emplois jeunes dans le secteur associatif, qui avait beaucoup dynamisé l'emploi et les activités associatives. Donc on était vraiment dans ce paysage-là. Fin progressive des emplois jeunes et volonté de l'État de poursuivre en soutien et en accompagnement des associations employeuses pour la pérennité, en tout cas de leurs activités et de leurs projets. Donc c'est un dispositif qui s'est constitué à cette époque avec cette visée. Peut-être avant de rentrer dans les caractéristiques importantes que je voulais évoquer, dire qu'il est généraliste, donc il n'accompagne pas que le secteur culturel. On n'est pas dans une politique culturelle, on est dans une politique de l'emploi au départ. Et aujourd'hui, c'est une politique qui dépend plutôt en termes de pilote-État de Bercy, puisqu'il y a un secrétariat d'État à l'économie sociale et solidaire et une nouvelle ministre qui s'appelle Marie-Agnès Poussier-Vinsbach, et comme ça m'aide à retenir son nom, que j'ai du mal je ne le savais pas. Alors, je l'ai noté, je vous dirai. Donc, ce contexte-là, il y a en 2002, politique de l'emploi et lien avec la Caisse des dépôts et des consignations. Donc, vraiment un projet on va continuer de renforcer et pérenniser le monde associatif. La culture, dans le monde associatif, c'est un gros morceau. C'est un quart des associations employeuses. Et ça, c'est un chiffre qui ne se dément pas. C'était le cas il y a des années, c'est encore le cas. C'est aussi un secteur très dynamique. Donc, quand certains secteurs associatifs perdent de l'emploi et perdent des structures, dans la culture, on voit encore un secteur qui continue d'être un peu attractif, même si les dernières données depuis 2020 peut-être me feront mentir. Donc chaque année, 800 à 1000 associations culturelles et artistiques sont accompagnées par le DLA au niveau national, puisqu'on est vraiment sur une politique nationale partout en France, des accompagnements individuels ou collectifs. Peut-être que je reviendrai dans le détail, parce que du coup, peut-être que je m'égare et tu m'arrêtes, Mathilde. Donc on était dans cette idée qu'il y avait un besoin de continuer à professionnaliser ou en tout cas pérenniser les activités des associés. Il est là le besoin identifié de manière un peu générale et macro. Et évidemment, après, ça se traduit par des actions plus locales et des identifications de besoins individuels. Donc une des caractéristiques importantes, ce dispositif généraliste dont j'ai parlé. Une autre caractéristique, on est sur une politique publique qui est co-construite, donc je reprends à cette notion de co-construction, et c'est vrai qu'elle est pensée au départ de manière assez originale, puisqu'elle ne va pas déplier une action sur tous les territoires de la même manière, elle va plutôt s'appuyer sur des acteurs qui vont être légitimes pour accompagner le monde associatif. Donc cette légitimité, elle est liée à l'histoire des structures, à leur posture sur le territoire, à leurs compétences d'accompagnement. Donc ça veut dire qu'ici, en Gironde, on va avoir l'IFED qui va porter cette mission de DLA. Il y a d'autres acteurs comme France Active, selon les départements, la Ligue de l'enseignement, la Fédération des foyers ruraux ici, la Maison des associations là, etc. Donc on a vraiment des acteurs très différents. Donc c'est une grande diversité du DLA qui crée plein de complexité et plein de richesses aussi. C'est aussi co-construit parce qu'on a des cofinancements
des collectivités locales qui sont assez vite arrivées. En Gironde, on a notamment un accompagnement, un appui du département spécifiquement sur les associations culturelles, ce qui n'est pas le cas partout. Et peut-être une troisième caractéristique, elle est liée aussi à la place dans la gouvernance nationale et dans l'articulation globale de ce dispositif des représentants du mouvement associatif. Puisque assez vite, on a pensé qu'il y avait donc des pilotes qui finançaient ce dispositif, mais qui laissaient la place au mouvement associatif, à ESS France, à des acteurs nationaux de représentants du monde associatif. Et donc, on va les retrouver à d'autres échelons territoriaux. Ces acteurs-là, on les retrouve aussi avec des acteurs nationaux. Ceux qui sont comme Opale pour assurer des fonctions de ressources sectorielles ou thématiques. Donc nous, on est centre de ressources DLA pour la culture. On a des copains dans le sport, on a des copains dans l'insertion par l'activité économique, en transformation écologique, etc. Et puis, on a aussi des fonctions à cet endroit-là, et c'est une des richesses pour nous quand même du dispositif, pour observer, capitaliser, animer, former au niveau national. Donc il y a un enjeu de création d'une culture aussi de l'accompagnateur DLA. Ouais, une culture, on peut dire ça comme ça. Et en fait, nous, notre fonction au national, elle est aussi d'aider à prendre du recul, les aider à sortir aussi de la relation accompagné-accompagnant. Donc on n'est pas avec des individus qui accompagnent des individus, parce que le DLA va accompagner des structures, mais il y a quand même forcément une relation accompagné-accompagnant. Et c'est vrai que nous, à Opale, on trouve intéressant pour le dispositif d'avoir un éclairage, c'est ça, une petite prise de recul. Donc également, donc, pour faire le lien avec les enjeux et les besoins d'un secteur, puisqu'on travaille avec une quarantaine de réseaux de fédérations nationaux, disciplinaires, des marionnettes aux arts de la parole, en passant par le patrimoine, etc. Des liens avec des acteurs de l'accompagnement territorial, des agences, des têtes de réseau local. Il y a des actions qui sont montées en partenariat ici avec l'IDAC, bien sûr, avec Paula, il y en a eu. Et puis, on est aussi à un endroit de plaidoyer politique, puisque tout ce qu'on entend, tout ce qui peut se faire, tout ce qui peut agir en termes d'accompagnement auprès des associations culturelles, on peut essayer d'en faire l'écho, en tout cas. Et puis, donc c'est vraiment un aller-retour. C'est quand je parlais de culture commune autour du DLA, il y a quand même tout ça qui fait que les besoins entendus vont nourrir aussi des ressources et vont être aussi pensés au regard des enjeux identifiés par des têtes de réseau, qu'elles soient nationales ou territoriales. Merci Lucille. Je dirais que la deuxième question que je pourrais vous poser, mesdames, ce serait la question de la définition des termes au démarrage de ce que vous avez présenté, des dispositifs que vous avez présentés, si on peut appeler ça dispositif. Par exemple, Camille, comment le groupe s'est organisé pour poser une définition de l'accompagnement et ensuite dérouler la carto. Voilà. Alors nous, on n'a pas du tout fait ce travail de définition. Pour le coup, on est vraiment tout de suite parti sur l'usage sur les usages d'un travail commun, sur nos besoins en tant qu'accompagnateur. Donc en fait, cette question de l'accompagnement, on l'a pas amené comme ça d'emblée. On est vraiment passé par ces besoins. Et puis on a commencé par faire un peu un état des lieux des cartos qui existaient déjà. Et on a la chance, nous, au Pays de la Loire, d'avoir une plateforme qui s'appelle Essor, qui est une plateforme qui recense tous les dispositifs d'accompagnement et de financement du champ de l'économie sociale et solidaire. Donc vous devez connaître aussi ce champ-là. Il y a beaucoup de ressources de ce secteur-là qui sont tout à fait adaptées aux acteurs du secteur culturel qui, pour beaucoup, font partie du champ de l'économie sociale et solidaire. Donc nous, on est vraiment partis de cette expertise-là qui a été construite depuis plusieurs années. Qui a été donc la CRES et les acteurs, même je pense au niveau national, il y a un peu un consensus sur les étapes de développement d'un projet. Il y a des acteurs qui se positionnent à ces différentes étapes. Donc on est parti de cette structuration-là déjà. Et puis après, avec les expertises des pôles, des filières, on a amené d'autres dimensions. D'autres types d'acteurs ressources, les réseaux nationaux, d'autres besoins en fait spécifiques au secteur culturel. Et à partir de là, on est arrivé finalement à un panorama de ce qu'on va plutôt appeler des acteurs ressources.
Voilà, donc, et voilà, on a éludé cette question de l'accompagnement. Après, au moment de cartographier, on a quand même eu besoin de rentrer dans la précision. Qui est-ce qu'on met sur cette carte? Et pour nous, la non-lucrativité des acteurs, ça a été quelque chose d'assez fort, en se disant effectivement qu'un accompagnateur ne doit pas être mu par des enjeux économiques dans son accompagnement, pouvant produire un biais dans la posture d'accompagnement, justement. Donc cette question de donc tout ce qui est agences de consulting, organismes de formation payants ne figurent pas. Par contre, on va parler de l'AFDAS, on va parler de la formation dans cet outil, mais on ne va pas mettre des noms. Après, il peut y avoir des structures lucratives, mais qui ont une offre ouverte, un guichet ouvert financé par des financements publics. Donc là, on va les intégrer dans la carte. C'est-à-dire, voilà, c'est vraiment cette logique d'ouverture et de se positionner comme un acteur ouvert au conseil à tout type d'acteurs. C'est ça ça a été ça notre fil rouge. Et puis après, on s'est aussi vite rendu compte que vu la quantité d'acteurs, on a scindé les étapes de cartographie. La première aujourd'hui que je vous présente, ce sont des acteurs qui peuvent s'adresser à tout type d'acteurs culturels, toutes filières confondues. On n'a pas d'acteurs spécialisés filières. Donc on a d'abord fait cette carte-là, qui s'adresse effectivement beaucoup aux structures. Quand même, on voit le DLA qui figure beaucoup à différents besoins, différents enjeux, etc. Mais il y a aussi c'est aussi pour l'entrepreneuriat individuel, c'est un peu moins pour les artistes, sauf ceux qui ont un projet entrepreneurial spécifique. On a une carte pour les arts visuels qui est en train d'être finalisée cette année. Donc l'idée, c'est d'avoir une carte par filière qui va permettre là, de mettre en évidence les acteurs qui accompagnent sur la dimension artistique, qui va permettre finalement aux porteurs de projets de comprendre leur écosystème, celui de leur filière. Et donc là, on va voir effectivement la diffusion, la production, la création, les structures d'accompagnement spécialisées, les réseaux nationaux. Il y a une dimension nationale qui va apparaître dans les autres cartes, qui n'apparaît pas là, parce que sinon, on aurait eu trop de choses. Donc voilà pour vous dire comment on a un petit peu travaillé cette question de qui on met pas. Merci. Cécile, vous parlez plutôt de ressources. Oui, c'était effectivement le point de départ. Mais du coup, oui, j'en ai finalement un peu parlé avant. Je vais peut-être aussi, du coup, au travers ça, parce que finalement, les mots, là, je pense qu'on a mis 2 ans, finalement. C'est pas simplement les mots, mais vraiment à définir comment on souhaitait travailler. Donc, peut-être juste... pour expliquer un peu plus précisément de quoi on parle. Donc, en fait, au sein de Astre, donc c'est une centaine de membres dans la région, on a proposé l'ouverture d'un temps de travail, alors d'un groupe de travail, avec vraiment l'idée d'un engagement dans le temps auprès de ce groupe. Donc, il s'agissait de structures qui est, d'une manière ou d'une autre, un projet, l'envie ou déjà une fonction existante, peut-être pas complètement formalisée, peut-être pas avec un modèle économique encore en face, de fonction ressources, c'est-à-dire à un moment, il y a des ressources, je transmets, je fais de l'accompagnement, bon, voilà, prendre différentes formes, en tout cas qui se reconnaissaient dans cette idée de développer une fonction ressources. Donc, ce sont une dizaine de structures. Ce qui est assez intéressant, c'est que on a totalement laissé ouvert, c'est-à-dire il y avait ce volontariat-là, et là, on a des collectifs d'artistes, donc des associations qui sont plus souvent pas employeuses. Alors, en l'occurrence, là, il y a un des collectifs d'artistes, maintenant, c'est plus vrai. Mais un FRAC, donc un lieu Fonds régional d'art contemporain, donc ce sont les lieux labellisés dans le secteur, un lieu de production, la Fabrique Paula, qui était à ce moment-là, enfin, le seul exemple de fonction ressources et vraiment de pôle ressources identifié, formalisé, avec un emploi en face. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'oublie. Donc le Craft, qui est un lieu de production. Voilà, en tout cas, une grande diversité d'acteurs et surtout, justement, une idée derrière de ce que pouvait être cette fonction ressources qui pouvait être vraiment très variée. Donc l'idée, c'était de travailler ensemble dans le temps, mais que ce groupe réellement définisse
là où il voulait aller, comment il voulait aller. Je passe aussi des moyens donnés pour que, justement, dans cette exigence, qu'il puisse y avoir un engagement dans le temps, notamment de pouvoir indemniser les personnes qui se déplaçaient dans les structures pour lesquelles ils n'ont pas forcément de budget de fonctionnement, notamment par exemple les associations qui ne sont pas employeuses, pas employeuses, mais en tout cas qui n'ont pas de budget de fonctionnement et pas forcément d'économie en face, ne serait-ce que pour suivre un groupe de travail dans le temps. Donc on a aussi donné les moyens de ça. Donc de 10, là on est passé à 13, je crois. Donc il y a l'agence culturelle d'Ordogne-Périgord qui nous a rejoint, un autre FRAC, le FRAC d'Angoulême, et j'ai un trou. Il y a un troisième, bon, je ne sais plus. Rurart. Voilà. Aujourd'hui, en fait, pendant 2 ans, qu'est-ce qu'on a fait? Donc voilà, on s'est mis d'accord sur les mots, et c'est-à-dire on s'est mis d'accord sur effectivement ce qu'on voulait faire. Donc ça s'est traduit par l'écriture d'une charte qui a permis de définir ensemble ce qu'on entendait par la ressource. Donc à un moment, c'est sourcé, daté, c'est de l'information qu'on peut partager. Donc il y a vraiment aussi toute la dimension dans cette charte de poser la ressource elle-même comme étant un bien commun. Et finalement, voilà, ce groupe s'est organisé pour définir aussi qu'il souhaitait gérer ensemble, en fait, ce bien commun, y participer. Et puis, il y a toute une partie, effectivement, qui rejoint ce qui a été posé là beaucoup ce matin, donc sur l'accompagnement qui, effectivement, pensé comme une source d'émancipation et non pas une mise en dépendance des personnes, et également toute la partie liée au fait que dans cette idée de bien commun, on est aussi dans du partage, donc aussi dans une idée d'accès. Alors je me souviens plus comment c'est nommé parce que justement c'était de dire peut-être qu'en face à un moment il y aura le besoin de générer une économie, mais ça veut pas dire que on fait payer l'ensemble du coût et c'est pas de la prestation. Donc je sais plus si on a parlé de non lucratif, je crois, au bout du compte dans la charte que je connais pas encore par cœur. Donc ça c'est un outil fondamental parce que ça a posé ensemble vraiment non seulement une somme de valeur, mais aussi la manière dont on souhaitait se projeter dans cette activité d'accompagnement. Donc c'est un peu comme ce que tu disais, c'est-à-dire finalement on est parti des questions des ressources. Donc on a aussi établi en parallèle, parce que c'est dit, ok, de quoi on parle quand on parle de la ressource? Ah oui, on parle aussi de la ressource peut être informelle. On n'exclut pas que voilà, de la ressource... d'un échange devant la machine à café. Par contre, voilà, faut être responsable aussi de pouvoir après vérifier cette ressource. Mais ça en fait partie. Et donc voilà, il y a également aussi, on a fait un inventaire de ce qui nous semblait être une somme d'items. Donc on est parti aussi quand même sur les spécificités du secteur art plastique et visuel. Et un autre élément donc, qui a été produit par Alice, qui du coup poursuit, qui a travaillé pour AS sur ce projet-là, qui poursuit sa vie à co sur le travail sur les référentiels, sur les métiers de l'accompagnement. Donc Alice avait produit tout un travail de production de fiches d'identité de chacun de ses membres. L'idée, c'était, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'interconnaissance, c'est quelque chose qu'ils ont posé collectivement très tôt en disant, OK, on a le temps en fait pour cette histoire-là, donc on choisit ensemble de préférer de se voir, donc parce que la région est grande, donc de se voir et de passer à chaque fois une journée de travail en présentiel ensemble. On a besoin de se connaître les uns les autres, donc on prend ce temps-là. Donc c'est bien, on a bien voyagé. Et je voulais en venir à l'interconnaissance et le besoin effectivement déjà aussi de se connaître les uns les autres. Donc au travers des fiches d'identité, donc que Alice a établi à partir d'entretiens. En fait, au départ, on a essayé de faire des fiches vachement catégorisées
marchait pas du tout, personne se retrouvait parce qu'en fait finalement ben voilà, chacun est à un endroit tellement spécifique que ça marchait pas et qu'en fait à chaque fois fallait écrire un récit en fait pour se présenter, il y avait pas de choix quoi. Sinon ça marchait pas et donc on a associé à ce récit ils ont chacun, ils se sont situés, ils ont situé ce qu'ils estiment eux, donc leur niveau de connaissances, compétences sur cet inventaire somme d'items de ressources quoi en fait, somme d'items. Donc finalement tout ça est aussi dit, on en est là aujourd'hui, ce sont aucunement des outils. On est clair sur le fait que c'est pas gravé dans le marbre, c'est avec ça qu'on démarre et on a aussi besoin maintenant d'éprouver ces outils en activant, mais peut-être je reviendrai sur ça plus tard, sur l'activation qui est projetée. D'accord, ok. Ouais. Du coup, Marie-Lise, sur la question de la définition de l'accompagnement. Oui. Alors moi, ça va être, je vais aller assez rapidement là-dessus aussi parce qu'on en a un peu parlé, mais donc ce qu'on disait. Donc nous, on est sur ce projet-là de vouloir cartographier un petit peu les acteurs de l'accompagnement. Et ce que je disais tout à l'heure, pour cartographier, il nous faut un périmètre qui s'arrête quelque part, qui va être dans l'annuaire, jusqu'où est-ce qu'on va dans cet annuaire, quels sont les critères pour y être, etc. Donc il nous fallait aussi une définition. Où on en était, nous, à ce moment-là, c'est qu'en interne, on avait une formation, nous, on avait été formés aux questions d'accompagnement et de posture d'accompagnement. Pour autant, on n'avait pas une définition claire. Nous, à l'agence, l'accompagnement, c'est ça. Et qu'on travaillait sur ces sujets-là avec Co, donc la structure qui portait au départ la plateforme Loïc et avec qui on allait continuer à travailler, et qui travaille maintenant sur le référentiel métier, sur ce projet Loïc Accompagnement. Donc on a d'abord eu un atelier avec une philosophe, Laura Bernard, ensemble, Co et nous, pour savoir ce qu'on appelait accompagnement, et on s'est rendu compte que déjà entre nous, on n'avait pas le même rapport à ce mot-là, qu'on n'était pas déjà sur la même longueur d'onde. Donc c'est pour ça que sur la première enquête du tome 1, on est parti sur une définition assez large de ce qu'était l'accompagnement, et notre idée c'était, grâce à cette enquête, voyons ce qui se fait sur le terrain, qu'est-ce que les gens font quand ils disent faire de l'accompagnement, et au fur et à mesure qu'on va comprendre ce que les gens font, ça va nous aider à définir ce que c'est. Et en parallèle, donc on a eu cette première enquête, et ensuite sur le tome 2, il fallait vraiment se coller maintenant, ça serait bien d'avoir une définition un peu plus précise. Et là, on en a parlé plusieurs fois dans la matinée, mais je ne sais pas si ça a été très clair. Donc l'agence a été accompagnée par Maëla Paul, qui est une spécialiste notamment des questions d'accompagnement. Et donc on a eu plusieurs allers-retours aussi avec elle, et au vu des résultats de l'enquête, et au vu de ce qu'elle nous a dit, ça a remis en question plein de choses sur ce qu'on pensait être, nous, de l'accompagnement, et forcément, ça nous a refait bouger aussi à l'agence. Qu'est-ce que c'est accompagner, comment on accompagne, etc. Dans la continuité de ces travaux et en parallèle, on avait cette envie de pouvoir mener une communauté apprenante régionale autour de l'accompagnement. Donc aussi, ça c'est une ambition. Comment est-ce qu'on réfléchit tous et tout ensemble à ces questions-là? Comment est-ce qu'on évolue ensemble? Qu'est-ce que veut dire accompagner? C'est quelque chose qui est vivant et qu'on pourrait travailler ensemble. Et donc, on a aussi eu plusieurs entretiens avec Marie-Hélène, donc, qui est intervenue là tout à l'heure. Et donc, tout ça enrichit plein de choses autour de cette question de la définition, qui nous permet aussi, nous, de bouger en interne nos pratiques. Et je crois que c'est ça qui est intéressant avec ce chantier, c'est comment est-ce que, du coup, on bouge, quoi, et ce qu'on pensait être de l'accompagnement, une certaine manière de faire, comment est-ce qu'on évolue aussi dans la relation avec les personnes qu'on accompagne, avec toujours cette question, du coup, une définition, c'est un périmètre, qui est-on pour dire que c'est de l'accompagnement, que ça n'en est pas, jusqu'où on va, comment on fait, la zone grise, pas la zone grise, enfin du coup ça nous pose plein de questions derrière. On sait qu'il peut y avoir des enjeux d'être financé pour accompagner, mais du coup si on pose une définition, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, plein de questions en fait, forcément, qui vont avec ce chantier-là, qui fait qu'on avance pas à pas et qu'on avance pas tout seul. Je pense, c'est important. Voilà. Merci Marie-Lise. Lucile, j'aurais envie de te poser la question, comment faire évoluer un dispositif afin qu'il réponde à un terrain toujours en mouvement? Comment le questionner? Voilà. Oui, c'est intéressant tout ce que vous disiez aussi, parce que c'est vrai que ça bouge tout le temps, en fait, cette notion. Alors la notion d'accompagnement, moi je me risquerais certainement pas à la définir. Et puis, comme nous, elle est posée dans la loi de l'économie sociale et solidaire, on peut dire que c'est nous qui avons la bonne dispositif local d'accompagnement.
Voilà, mais en fait, on a l'impression qu'il y a autant d'accompagnement que de situations d'accompagner aussi. Alors, c'était quoi ta question ? Comment on fait évoluer le dispositif ? Tout ça, le DLA, donc, il existe depuis 2002, 2003, 2004. Réfléchir aux cartographies de l'accompagnement, aux chaînes de l'accompagnement, à qui fait quoi dans l'accompagnement. Est-ce que le conseil, c'est de l'accompagnement ? Est-ce que si c'est gratuit, ça pourrait pas être payant des fois. Bon, tout ça, c'est sûr que c'est des questions qui traversent donc depuis la création du dispositif à toutes les échelles le DLA. Il y a un côté très technique aussi quand on raconte le dispositif, mais en même temps, c'est un cadre posé, c'est une politique publique, mais qui a énormément de capacité d'innovation. Donc en fait, on fait bien un peu ce qu'on veut. On invente énormément, on teste des choses, on expérimente énormément parce que selon les forces, selon les personnes en présence, selon les partenaires qui existent, plein de choses sont possibles. Donc nous, on le voit tous les jours. Il y a des groupes de travail sectoriels, culturels, il y a des accompagnements collectifs pour les compagnies qui s'interrogent sur la transformation écologique dans tel territoire. Puis ça marche pas. Puis il y a la mise en place de partenariats avec l'AFDAS sur spécifiquement la qualité de vie au travail, à tel endroit. Enfin, on voit bien que c'est un objet dans lequel on peut faire quand même plein de choses. Donc on le fait bouger comme ça. Peut-être aussi dire que c'est un outil, le DLA, qui est inscrit comme devant être en subsidiarité avec les autres acteurs de l'accompagnement. Donc il est un endroit de complémentarité. Donc s'il voit qu'il y a plein d'acteurs de l'accompagnement qui se mettent en place, peut-être qu'il peut se mettre ailleurs. Donc c'est aussi comme ça que ça lui permet peut-être d'inventer ou de s'installer aussi dans le paysage, parce qu'il finit par durer, mine de rien. Et puis nous, on a testé avec Opal aussi le transfert de savoir-faire, parce qu'on voyait bien qu'il y avait des enjeux et des besoins d'autres formes d'accompagnement, plus dans le pair à pair. Donc on a testé quelque chose qui avait déjà été testé depuis longtemps dans les musiques actuelles, notamment en Nouvelle-Aquitaine. On l'a testé différemment, aussi de manière assez agile, avec un modèle qui n'avait pas grand-chose à voir que le nom. Donc en fait, on s'autorise à ça. Je pense que des temps comme ça peuvent le permettre aussi, en fait, d'imaginer et d'inventer. Et puis quelque chose qui est revenu beaucoup, je trouve aussi, c'est qu'au-delà des définitions, au-delà des outils et des méthodes, parce que dans le DLA, il y a ça depuis des années, des formations, on donne des outils pour faire des diagnostics partagés, pour faire de l'analyse de pratique. On a plein de choses qui existent. Mais en fait, ce qui est important beaucoup, c'est l'animation des échanges, la progression aussi de chacun sur ses métiers d'accompagnement et sur comment on peut mieux mobiliser les différents regards qu'on a sur un objet associatif, en l'occurrence, pour le DLA, quoi. Merci. Merci Lucille. Est-ce que Camille, je peux te demander quelle est gouvernance à cette cartographie et comment vous la mettez à jour? Comment ça se passe concrètement? La vie de la cartographie. La vie de la cartographie. Donc c'est un document papier. Donc effectivement, la mise à jour, elle se fait pas toute seule. Ce qu'on sait, en fait, on a un groupe de travail il y a eu un gros travail intense pour la conception. Et puis après, on a maintenu 2 à 3 réunions par an en se disant là on actualise, on rend compte de nos usages, des moments où on a parlé de la cartographie. Donc moi je vais restituer ce que j'ai fait ici. Voilà, un petit groupe qui reste un peu en veille, mais sans nous demander de travail important. L'échéance qu'on se donne, c'est le forum Entreprendre dans la culture. Donc là qui aura lieu en mars. On se dit tous les 2 ans, une mise à jour de cet outil, c'est notre objectif. Alors, est-ce qu'on pourra la réimprimer ou pas? Ça va dépendre des budgets. Mais en tout cas, une mise à jour simple d'un fichier PDF avec le graphiste, c'est vu, ça peut se faire assez simplement. Voilà, de toute façon, on a très peu de moyens pour développer ça. Je vous ai dit, c'est un sous-projet d'un dispositif d'accompagnement. Donc, on fait en fonction des moyens, des envies des uns des autres. Enfin, voilà, on a une liberté sur le développement de cet outil-là. Voilà. D'accord, merci. Marie-Lise, peut-être te demander comment accompagner à l'échelle régionale? Et à qui s'adresse? Nickel. Et à qui s'adressent oui. ces accompagnements? En fait, peut-être faire le lien entre tout ce que j'ai raconté et ce qu'on a raconté sur Loïc et comment on accompagne, nous, à l'agence, concrètement, et comment est-ce que ça peut être pour eux et faire bouger les choses. Donc, on est donc une agence régionale avec une mission d'accompagnement à l'échelle régionale. On
on est toute culture, on n'a pas de spécialité par filière. On est pour tous les bénéficiaires, ça peut être autant des artistes, des lieux, des réseaux, des collectivités. Je dois passer plein de types d'acteurs, mais enfin du coup, on est sur des bénéficiaires qui sont très larges sur un territoire qui est très grand. Donc effectivement, comment est-ce qu'on déploie une mission d'accompagnement à cette échelle-là? Donc nous, on a une adresse générique qui s'appelle J'ai une question, sur laquelle tout le monde peut nous écrire avec soit des questions assez précises sur leur projet, soit des questions un peu plus larges. J'ai une envie de projet, je sais pas comment m'y prendre, de développement, j'en sais rien, en tant que crash sur un territoire. Enfin, il y a plein de questions qui nous arrivent qui sont très variées au départ. Au début, quand je suis arrivée il y a 4 ans, toi tu étais là depuis 1 an, on était en train un peu de réfléchir à tout ça et en fait on faisait plein de rendez-vous individuels avec toutes les personnes qui nous écrivaient et on continue d'en faire. On appelait ça d'ailleurs des rendez-vous conseils, voilà. Et donc on se retrouvait à faire beaucoup de rendez-vous avec chaque porteur de projet. On continue d'en faire aujourd'hui, mais à un moment c'est quand même posé la question. Voilà, il y a 1500 équipes artistiques, ou je sais plus, 1002, je sais plus combien, ouais, 1002, voilà. Il y a 500 lieux de diffusion, nous on est 4, 5. Tout le monde nous écrit pas, évidemment, c'est pas ça. Mais bon, je veux dire, potentiellement, on peut rentrer dans un travail de fourmi, vraiment, sur une aussi grande échelle. Donc, jusqu'où on va, quel sens, où est-ce que s'arrêtent nos accompagnements, comment on fait? Voilà, autant de questions. Et donc, on s'est dit, il y a peut-être besoin de faire du collectif, que les gens puissent aussi échanger entre eux, faire des accompagnements regroupés. Et donc là est arrivé le dispositif, quoi. Donc c'est là aussi où je veux en venir, cette question de dispositif à déployer et à mettre en place pour faire sens, pourquoi peut-être gagner aussi en efficacité, pour être plus visible, pour être plus lisible. En tout cas, on s'est mis à déployer notamment un dispositif qui s'appelle la trajectoire sur la production-diffusion de spectacles, en essayant d'être itinérant. La région est grande, il faudrait aller voir tout le monde, en essayant d'être en coopération avec des partenaires sur les territoires qui auraient des spécificités par filière. Voilà, donc on a créé ce dispositif-là, qui a été pour nous une manière de répondre à un enjeu qu'on avait, qui avait plein de questions individuelles qui se regroupaient autour des mêmes problématiques et qu'il fallait qu'on fasse quelque chose qui préserve à la fois l'équipe en interne et qui ait du sens pour les personnes et pour les partenaires sur les territoires. Mais du coup, qui dit dispositif dit attente de la part des bénéficiaires, évidemment, attente potentiellement de la part peut-être des gouvernances ou des tutelles, et qui dit attente dit résultat, évaluation, enfin autant de questions dans lesquelles après on rentre quand on est dans ces questions de dispositif, comment on évalue la pertinence de ce dispositif. Voilà, et donc du coup là, vous imaginez bien, est-ce que... du coup, je veux dire, ces attentes et ces évaluations, ça pose la question du résultat, des résultats qui pourraient être attendus très visibles, très immédiats par les personnes qui en bénéficient. J'ai fait la trajectoire, j'imagine qu'après je vais beaucoup tourner, enfin je fais des raccourcis, mais enfin... et donc du coup, comment est-ce qu'on évalue ça pour les bénéficiaires, pour nous, pour les tutelles? Et donc c'est un peu cette question qui m'interroge aujourd'hui aussi, du dispositif quand on parle de comment on accompagne à l'échelle régionale, mais comment on accompagne tout court, quelle gouvernance autour... voilà, donc nous à l'agence, on a des gouvernances qui sont soit par exemple pour l'OIC très spécifiques à l'OIC accompagnement, avec des partenaires et des comités réguliers qui vont nous permettre de garder un dialogue et d'avoir une vue sur comment ça évolue. Et sinon on a une gouvernance qui est plus sur l'agence en général, à qui on rend des comptes évidemment sur tout ce qu'on fait. Mais du coup, la question de quelle attente est pour chaque dispositif et comment on évalue ça, pour l'instant, on est encore dans tout ça. En travail, ouais, et en questionnement sur comment on évalue un accompagnement. Qu'est-ce que ça veut dire d'évaluer un accompagnement? En fait, pour l'instant, je ne sais pas. Voilà. Cécile, est-ce que du coup tu veux revenir sur cette question des perspectives? Des perspectives, mais aussi enfin dans la suite aussi de ce qui vient d'être dit, qui est la question de l'échelle et de ce lien aussi entre régional, national. Peut-être j'ai omis de dire que depuis plus d'1 an, sur ce projet qu'on appelle Relais Ressources, donc on a demandé de l'aide à la FRAP.
donc qui est la Fédération des réseaux et des associations des artistes plasticiens, qui est dans notre secteur. Peut-être vous ne connaissez pas cette organisation nationale. Il n'y en a pas beaucoup. Chez nous, il y en a 2. Donc, voilà. Donc, il y a celle qui regroupe les artistes plasticiens et celle qui est une fédération plutôt d'un ensemble de métiers, de lieux, etc. Donc, ça s'appelle le CIPAC. Et donc, de longue date, la FRAP, qui existe depuis le début des années 2000, a développé justement cette question de centre ressources et d'accompagnement. Il travaille vraiment beaucoup cette question depuis longtemps. Donc, on a aussi assez rapidement fait ce partenariat avec la FRAP. Et peut-être poser aussi. Donc voilà, c'est vraiment aussi intéressant pour nous d'avoir ce lien-là, au-delà, j'ai envie de dire, de l'expertise historique, que représente la FRAP sur ce sujet-là dans notre secteur. Dire aussi, je voulais rebondir sur cette histoire de région, donc de cette sacrée grande région, qui est toujours aussi un obstacle, tu vois, par rapport au Pays de la Loire. Parfois, il y a des choses que nous, on ne peut pas vraiment envisager parce qu'en fait, tout de suite, tu as 12 départements, quoi. Et en fait, donc, et sauf à être 40, on n'y arrivera jamais. Et je ne pense pas que ce soit souhaitable qu'on soit 40 non plus. Du coup, effectivement, nous, on a approché cette question régionale, enfin, la question de relais ressources, c'était aussi de dire comment on tente de répondre au mieux à une présence dans tous les territoires de la région. Ça me paraît un peu ambitieux, mais en tout cas relativement réparti. Alors aujourd'hui, c'est pas complètement ridicule. Voilà, bon, il y a des zones évidemment où il y a encore rien, mais on a quand même une bonne diversité, une bonne répartition aujourd'hui des personnes qui se sont engagées. Bon, c'est le hasard, hein, c'est pour dire, à Bordeaux, il y a que Paula en fait, ce qui voilà, est rare. Tous les autres sont vraiment dans d'autres départements, juste par le chiffre, hein, c'est assez étonnant. Donc, pour revenir effectivement sur la mise en action, parce que j'ai parlé de tous ces outils, mais effectivement, il y a un moment où il faut qu'on les éprouve. Donc l'idée, donc voilà, parmi des membres de ce groupe, il y en a donc qui activent déjà, mais d'autres pas forcément, hein, encore de dispositifs donc d'accompagnement ou de fonctions ressources. Donc il y a l'idée l'année prochaine d'activer ce groupe. Donc, c'est là vraiment d'éprouver comment ça marche, notre affaire de gestion collective, et de comment à un moment le groupe est un support, autant, j'ai envie de dire, sur la question de la ressource, l'information, etc. Ah, il y a quelqu'un qui m'a demandé ça, est-ce que qui habite plutôt dans ton territoire, est-ce que je peux te le transmettre, est-ce que tu fais toi de l'accueil individuel, etc. Enfin, en tout cas, d'avoir des liens entre eux sur des fonctions d'accompagnement, de pouvoir partager aussi ce qui va arriver, donc un peu une zone un peu aussi de supervision. Et voilà, de pouvoir s'assurer aussi de la qualité, autant en termes d'information que dans la manière de transmettre. Donc, pour le moment, ce qui est posé, c'est que on activerait pendant 6 mois. Donc, pareil, de la même façon, il y a un certain nombre de structures membres de ce groupe qui n'ont pas de modèle économique aujourd'hui en face de cette activité d'accompagnement. Donc, nous, on bénéficie de cette expérimentation. On la porte dans le cadre du contrat de filière plastique et visuel, hein, qui est donc l'outil qui a découlé de du Sodavi. Donc, nous, on a la possibilité, en tout cas, on fait le choix aussi de rendre prioritaire cette action-là, et donc de pouvoir rémunérer ceux qui vont accompagner, qui aujourd'hui ne pourraient pas le faire, en tout cas, ou le feraient, mais de manière bénévole, quoi. Donc là, c'est comment on développe aussi un modèle économique en face. Donc voilà, là, il y a un peu une tonne de choses juste à vivre, à éprouver. Et il y a effectivement en face toute cette question de
comment on va évaluer tout ce qui va se passer. Donc voilà, mettre en place aussi, fait partie des travaux à venir aussi avec le groupe de définir ensemble des outils d'évaluation. Voilà, je me disais aussi ce matin, je pense que ça peut être intéressant d'avoir un tiers en fait qui puisse intervenir. Bon voilà, bref. Et peut-être pour continuer sur ces histoires de partenariat et puis de dimension nationale, régionale, etc. Dans le cadre de cette activation, en fait, donc on a encore un autre acteur national dans notre secteur qui s'appelle le Centre national des arts plastiques, qui, c'est pour vous, c'est pas une critique, hein, c'est vraiment pour ça, parce que ça montre vraiment l'état d'avancement, de structuration de notre secteur. Donc c'est un peu un établissement public, qui n'a évidemment rien à voir avec les missions du CNC ou du CNL, hein, c'est beaucoup plus modeste évidemment. Et en fait, qui commence à s'organiser sur la question de la ressource professionnelle. Donc c'est super, donc c'est bien, on est dans le bon mouvement, et donc voilà, on va créer un partenariat aussi avec eux, donc aussi de comprendre comment à un moment la ressource dans ce secteur s'articule entre des questions nationales, régionales, enfin voilà, et de travailler aussi ensemble, et ça c'est une bonne nouvelle, et c'est aussi voilà, enfin comme cette journée est une bonne nouvelle, pour justement créer toutes ces synergies, quoi. Ok, merci. Et peut-être pour finir, avant de passer aux questions, j'aurais voulu revenir sur les postures, et savoir, Lucille, s'il y avait, si le fait d'être porté par les valeurs de l'ESS, ça donnait une couleur particulière, ça faisait quelque chose. Je sais pas, mais ça renvoie à la dimension politique dont vous parliez ce matin, là, que c'était vraiment très intéressant. Donc la dimension sociale, sociétale, la dimension scientifique de ce que j'ai retenu, et puis la dimension politique avec différentes façons de voir le monde. Donc oui, dans l'économie sociale et solidaire, on n'est pas dénué de controverses, et bien sûr, ni de... Il n'y a pas un désalignement toujours très simple, on est plutôt dans un compromis, hein, dans l'économie sociale et solidaire. Mais du coup, oui, il y a une visée émancipatrice, une visée de transformation sociale, d'une économie plus encastrée dans le social, avec des grands enjeux démocratiques. Donc on pourrait supposer que l'accompagnement dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, il reflète plutôt une visée solidaire. Bien que, bon, je pense qu'on peut trouver probablement dans certaines postures, bien sûr, ce protectionnisme, c'est peut-être même ce fatalisme, mais par contre, on est plutôt en lutte contre le monde de la compétition acharné dans lequel on est. Mais voilà, oui, c'est sûr qu'il y a une visée probablement qui est liée au secteur en particulier. Ouais. Merci. Et Marie-Lise, est-ce que tu veux nous éclairer sur les postures qui sont adoptées, notamment peut-être à l'agence? Voilà. Oui, alors nous, sur notre posture d'accompagnement qui a, à travers ce chantier, tellement, je pense, bougé et évolué, et c'est ça que je trouve hyper passionnant dans tout ce qu'on se dit depuis ce matin. Depuis le départ, on disait de toute façon qu'on était sur des accompagnements réflexifs, on disait donc quelque chose de l'ordre de poser des questions quand même et d'aller dans la réflexion ensemble. Et là, les travaux qu'on a fait récemment et tout ce qu'on a traversé autour de Loïc interroge vraiment, je trouve, enfin, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est cette question justement d'expertise, de pas être expert d'un sujet, d'un secteur. Enfin, moi, personnellement, dans ma pratique, ça m'a énormément fait bouger. Cette question, du coup, de pas être forcément expert et de laisser la personne experte de son projet, experte de ce qu'elle a envie de faire, et on vient pas là-dessus. Et notamment sur la question du diagnostic, tu l'as évoqué un peu tout à l'heure. Nous, en départ, on disait que notre premier entretien, c'était un entretien de diagnostic, vraiment. On posait un diagnostic sur le besoin de la personne. Et on était très bien avec ça, d'ailleurs, on disait ça. Et ça m'a beaucoup fait bouger là-dessus, parce que du coup, au fur et à mesure des entretiens, mais je me suis dit, ah oui, donc effectivement, si je pose un diagnostic, je comprends où en est la personne, je comprends son problème, et je lui dis, c'est ça. Ton souci c'est ça, ton besoin c'est ça, et je l'ai vu là en 1 heure,
Et voilà ce qu'on va faire du coup. Et donc cette question du diagnostic, ça m'a vraiment interrogée, ça m'a vraiment déplacée, cette question du coup de comment je passe d'un diagnostic à cette conscientisation des enjeux ensemble, et de ensemble conscientiser quels sont les besoins, quel est l'enjeu, quelle est la personne. Et par exemple, ça c'est un travail, je trouve, qui est vraiment hyper intéressant parce que ça déplace toute la relation et ça déplace toute la manière en fait de travailler ensemble sur un sujet. Donc ça c'est une des pistes de travail que je trouve vraiment, et du coup de passer de cette question effectivement descendante ou d'expertise à un enrichissement aussi mutuel et à cheminer ensemble, donc vraiment en revenant à ce que c'est de l'accompagnement. Et cette question d'expertise, du coup, elle m'est revenue quand on a travaillé ce que Thomas et Stella vous présentaient tout à l'heure, la question des typologies et donc des critères qui pourraient être des entrées à l'annuaire, par exemple par thématique, par qu'est-ce qu'on avait dit, par thématique, par discipline, ouais, mais par thématique surtout, ouais. Mais du coup, par thématique qui était, j'ai besoin d'un accompagnement, par exemple, sur la transition éco ou quoi, donc j'ai besoin d'un expert de la transition éco, admettons. Et du coup, ça m'a beaucoup interrogée. Si on sort de l'expertise, si l'expertise de l'accompagnant, c'est une posture, en fait, ce qui fait réfléchir à, qu'est-ce qui se passe si on fait que des entrées par thématique, et que du coup, on arrive devant quelqu'un qui va dérouler peut-être potentiellement ce qu'il sait déjà de ce sujet-là. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que du coup, on va pas dérouler par réflexe tout ce qu'on sait sur la transition éco ou tout ce qu'on sait mais sans être vraiment à l'endroit de faire réfléchir déjà où on en est au départ. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Et ce qui veut dire que la personne est arrivée avec un besoin et qu'on est parti de ce besoin-là en se disant, elle a identifié son besoin, je pars de là, je donne mon expertise. Enfin, moi, c'est tout ça qui me traverse en ce moment et à travers ce chantier et que je trouve qui remettent en question plein de choses de la relation et que je trouve intéressantes là-dessus et qui, je pense, font bouger du coup l'équipe quoi sur ce qu'on travaille là-dessus. Après, c'est ce que je dis moi. Effectivement, on dit tout ça et en théorie, je trouve ça vraiment passionnant. En pratique, je trouve ça très dur. Quand on a eu 20 fois le même genre de questions en accompagnement, qu'il y a une personne qui arrive, c'est là, je sais pas combien viennent de la semaine ou du mois, qui arrivent avec en gros la même problématique. En tout cas pour nous, tout de suite ça nous active des trucs dans la tête. Ah ben oui, elle a ça comme problème. Enfin, et ça active des choses, quoi, des réflexes, d'avoir envie de dire ben c'est ça qu'il faut faire. Enfin, voilà. Et du coup, je trouve hyper intéressant de travailler là-dessus et je trouve encore plus intéressant, mais encore plus difficile d'essayer vraiment de se mettre dans cette posture-là pour de vrai, quoi, en face des gens. Et d'être dans la vraie posture de conscientisation des enjeux et pas de diagnostic, tout ça. Enfin, voilà. Merci pour cet éclairage. Il nous reste quand même un peu de temps pour passer à des questions de la salle, si vous en avez. Marie-Hélène, je te propose de nous rejoindre, puisque comme il n'y a pas eu de questions immédiatement après la conférence, c'est le moment. Alors merci de lever la main si vous avez des questions. Et peut-être de nous dire qui vous êtes. Parce que tout le monde ne connaît pas tout le monde. Patricia Houdin, la direction de la culture à la région, en charge notamment en tant que chef de projet sur des missions transversales de beaucoup d'accompagnement, d'un premier accompagnement je dirais. Moi j'avais une réflexion sur la définition que vous faites de l'accompagnement entre deux personnes. Est-ce que ça veut dire deux personnes, groupe de personnes? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez aussi que l'accompagnement peut être collectif ou pas? Moi, j'entends deux choses différentes. Peut-être c'est l'accompagnement d'un collectif d'acteurs, mais qui appartient à une même structure. En tout cas, pour le DLA, ça se pose comme ça. Mais on appelle ça un accompagnement individuel. Sinon, ce serait rigolo, on parlerait de la même chose et puis on n'aurait pas besoin de faire des réunions. Mais il y a aussi des accompagnements collectifs, effectivement, et probablement même de plus en plus des actions collectives à des échelles différentes. Dans le cadre du DLA, il y en a à l'échelle départementale, à l'échelle régionale, et on expérimente aussi des choses à l'échelle nationale avec plusieurs acteurs. Ouais. Nous, pour Trajet, on a vraiment une articulation entre l'accompagnement individuel, l'accompagnement collectif. Le collectif, il est indispensable en fait pour l'effet miroir. Par exemple, un intervenant où moi, je vais pouvoir formuler quelque chose, ça va être retraduit par un pair du groupe et ça va avoir un tout autre impact. Ça, c'est un des effets du collectif, mais vraiment, je pense que dans l'accompagnement, c'est toujours ce que j'ai vécu moi dans mes expériences professionnelles, c'est à un moment donné, revenir sur du collectif, c'est vraiment riche. Je pense que l'accompagnement collectif, c'est une véritable richesse
parce qu'on obtient une multitude de points de vue. Et dans les structures, on l'organise avec une réflexion individuelle. C'est-à-dire, on associe à travers un brainstorming, à travers tout un tas de dispositifs, le fait de répondre à une question partagée par tous. Tout le monde est confronté à cette question-là. Et ensuite, de dévoiler un outil qui permet à chacun de donner une réalité tout à fait spécifique à cet ensemble. Quand vous faites avec les jeunes, qu'est-ce qui fait qu'on travaille aujourd'hui? Vous connaissez tous quelqu'un qui travaille. Qu'est-ce qui fait qu'on travaille? Face à des jeunes qui estiment qu'ils n'ont pas de boulot parce qu'ils sont d'origine étrangère, parce qu'ils sont jeunes, parce que... Et finalement, on arrive à tout un tas de réponses, comme des réponses comme on cherche. Et c'est intéressant. Ensuite, individuellement, chercher pour toi, c'est quoi? Et de faire déployer cette richesse-là. La richesse vient alimenter l'individu. Donc, vraiment, de toute façon, on nous pousse à aller vers du collectif. Missions locales sont obligées de faire du collectif. On est intervenu il y a quelques années sur les CFA avec cette idée-là du conseil régional qui était les CFA ont les jeunes pendant un certain nombre d'années. En dehors de transmettre par l'enseignement les règles de l'art du métier, on voudrait qu'ils participent à la construction d'un individu citoyen capable d'agir et de faire évoluer son environnement. Donc capable d'être critique, de trier l'info. Donc voilà, là, on est sur du collectif différent, en mode tenir conseil et pas en mode expertise, enseignement, descendant, avec un groupe qui sait et l'autre qui ne sait pas. On est vraiment sur partir de leur conception pour amener du dialogue et du débat. Du coup, je reviens sur la définition qu'on a présentée tout à l'heure. Enfin, à moins que tu veuilles intervenir, Stella. En fait, nous, on est revenu aux fondamentaux, j'ai envie de dire, de la relation entre personnes, qui est vraiment une inspiration notamment de Maëlle Apple, mais qu'on a vraiment beaucoup revu. On est vraiment sur de l'humain. Après, effectivement, c'est entre un ou une accompagnante, et ou une accompagnée. Donc, effectivement, il peut y avoir un groupe d'accompagnants et un groupe d'accompagnés, mais ça nous paraissait vraiment essentiel de revenir à la notion de personne. Effectivement, ces personnes sont souvent impliquées dans des groupes, des organisations, une association, une entreprise diverses et variées, mais voilà, c'était important pour nous de revenir à ça. Il y avait aussi l'idée, Patricia, c'est aussi là-dessus qu'on a, je pense que c'est un terme qu'on a utilisé nous-mêmes, d'arrêter de dire on accompagne un projet. Il y a aussi ce revenir à la personne, tu vois, pas au sens de on a compté le nombre d'individus, mais au sens de on compte un humain. On n'accompagne pas des projets en fait. Donc c'est aussi ça qu'il y a dans la définition. Je me permets de vous poser une question, du coup. La question que je me pose actuellement, c'est dans la prévention des risques psychosociaux. Notre rôle d'accompagnateur, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il peut aussi avoir beaucoup d'impact par rapport à ça, sur comment on réagit. Enfin, déjà, je pense qu'on a besoin quand même d'être outillé sur comment on détecte des problématiques de santé mentale. Après, il y a la question de l'orientation qui est encore très ouverte, mais je ne sais pas si vous avez ce prisme-là, est-ce que vous l'intégrez à un moment donné dans vos façons de penser, dans vos formations, à quel moment ça apparaît, si ça apparaît? Ça m'est posé plutôt comme un problème. C'est-à-dire, il y a de plus en plus une forme d'envahissement des problèmes de santé mentale. Et ça, on arrive à la limite de l'accompagnement et du sentiment de compétence des conseillers. Donc là, l'idée, c'est de offrir. D'abord, c'est accompagner et pas être sur vous devriez aller voir. Voilà. Mais plutôt amener la personne, créer les conditions pour qu'elle définisse que ce problème-là, elle a besoin d'y travailler dessus. Et ensuite, apporter une information sur l'offre de services en termes d'accompagnement psychologique. C'est pas pareil d'être accompagné par un thérapeute psychanalyste ou cognitiviste. Donc, il y a un petit peu une information aussi sur qu'est-ce que ça veut dire l'accompagnement à ce niveau-là. Mais c'est avant tout une problématique.
Et sur les risques psychosociaux, on se rend compte que dans les organisations, alors il n'y a que cette intervention que je peux relater, il y a une part des mesures qui peuvent être prises individuellement ou collectivement, et une autre part qui relève de l'organisation et du management, sur lequel on n'a pas d'incidence. Sur les CFA, cette part qui relève de l'organisation et du management, du coup, les formateurs se disent « ça fait partie de ma responsabilité ». Je peux accompagner les jeunes sur qu'est-ce qui fait que vous ne mettez pas les équipements de sécurité. Je peux créer quelque chose de collectif qui permet de réfléchir sur cette question. Mais parmi la diversité des réponses, quand le patron m'a dit que ce n'était pas la peine pour moi, que j'en ai pas besoin, alors ça relève de ma responsabilité d'aller voir le patron. Donc voilà, l'environnement, c'est aussi... on a un rôle par rapport à cet environnement et tout le monde ne peut pas faire tout, quoi. Donc repérer sur quoi je peux agir est une question assez essentielle pour repérer sur moi ce qui relève de ma responsabilité. Je ne sais pas si je réponds à votre question, en fait. Si, ça montre que c'est pas simple et que qu'on a besoin, je pense, de partager là-dessus et de s'outiller et de savoir orienter. Parce que c'est aussi une question qui est sous-jacente aussi dans l'activation qu'on va mener, mais on sait déjà que l'expérience précédente et que les besoins, ceux qui risquent d'être accompagnés prioritairement risquent d'être des artistes du secteur art visuel plutôt, artistes plasticiens, artistes auteurs, d'une expérience précédente qu'on avait menée donc en 2020 sur de l'accompagnement précisément aux aides d'urgence pour que les artistes auteurs demandent des aides d'urgence, qu'ils soient au courant, etc. On avait mis en place un petit dispositif où les personnes qui répondaient étaient des artistes eux-mêmes. En fait, la conclusion de ces temps-là avait été que très peu, il y avait eu 100, je me souviens plus, je veux dire 150, je me souviens plus, contacts. Sur les retours qu'on avait eus pour savoir qui derrière avait vraiment activé des dossiers de demande d'aide d'urgence, c'était très peu. Mais par contre, ce qui avait été important, c'était de parler avec quelqu'un. Donc, typiquement, on sait que sur ce qu'on va activer, effectivement, sur la question de la réalité du besoin, comment on fait quand ce qu'on détecte, c'est que le besoin, on n'est pas au bon endroit pour y répondre, quoi. Je peux peut-être rajouter quelque chose, c'est que bien sûr il faut connaître le réseau des expertises sur le territoire, mais quand on est sur ces questions-là, ça va au-delà de savoir qui fait quoi où, ça va sur comment il s'y prend. Et plus on fait du partenariat, de la coopération avec les partenaires, et plus on est à même de créer des conditions favorables à la personne. Mais encore faut-il savoir quel type de pratique et de connaître les intervenants. Je me souviens de cette mission locale qui donne des bons alimentaires aux jeunes et qui leur précise, n'y va pas jeudi. Jeudi, c'est Monique, et Monique, elle ne supporte pas de donner des paniers alimentaires à des jeunes. Elle ne donne qu'aux parents. Donc voilà, c'est une conception tout à fait personnelle, mais c'est la réalité, c'est les pratiques réelles de terrain. Donc en dehors de connaître un réseau, il faut travailler avec eux pour connaître véritablement les pratiques. Et sans mettre d'ordre de valeur, même si ça ne s'entend pas trop bien dans mon discours, c'est juste de faire le bon choix par rapport aux partenaires.